Je sais pas pour vous, mais moi j'aime chercher. Pas ce que j'ai perdu, là, mais la raison de la nature des choses. Est-ce que ça vous arrive de douter de votre jugement ou celui d'un autre? Comment on fait la différence entre ce qui relève de la croyance ou ce qui relève du savoir? Pour en discuter, je reçois les créateurs de la tronche en biais qui vont nous raconter leur parcours et nous expliquer ce que c'est que l'art, entre parenthèses, technique du doute, la zététique. L'intelligence est notre esprit. L'éducation est une organisation fonctionnelle. Teach my boy to paint pretty pictures and build birdhouses. He doesn't even know his multiplication table. It's a good thing, but going to college is not the same as getting an education. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. J'aimerais que vous vous présentiez puis que vous me racontiez votre parcours académique. Mais il n'a pas de sens mon parcours académique enfin. Justement, comment ça s'explique Moi, ça j'ai toujours dit que mon objectif, c'est qu'arrivé à la fin de ma vie, mes biographes regardent ma vie et se disent quoi? Voilà. Donc, alors moi, j'ai fait un parcours académique dans la musicologie. Je suis allé jusqu'à la thèse, que pour des raisons administratives, parce que l'administration française, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Pour des raisons administratives, je n'ai pas pu terminer ma thèse, mais je l'ai commencé. Voilà. Donc musicologie. Et puis pendant mes études avec mon camarade Thomas, on a créé la tronche en biais parce que j'étais très très intéressé par l'épistémologie, la méthode scientifique. Tout simplement de par le fait qu'en musicologie, la méthode scientifique, c'est pas ça. Il y a énormément de problèmes. Ces matinées de pseudosciences, la musicologie, ça pose beaucoup de soucis. Donc on a créé la tronche en biais. Et après que ma thèse du coup ait été avortée, je suis devenu médiateur scientifique et culturel à temps plein, tout comme toi. Et par la suite, je me suis orienté vers l'apprentissage de la langue des signes française et je suis aujourd'hui responsable accessibilité de l'ASTEC, l'Association pour la science et la transmission de l'esprit critique, l'association que nous avons créée ensemble. Il a été beaucoup prof de chant. Et j'ai été très prof de chant, oui, je le suis encore aujourd'hui. Je suis encore aujourd'hui prof de Et chant il est pour certains chanteur, élèves. il fait du métal. Ah, j'ai fait du métal, je fais du classique, je fais plein de trucs. Moi, c'est compose plutôt. des- Moi, je chante plutôt folkloriquement parlant, mais. Moi, je fais ce que je peux, mais... Il faudra qu'on en parle, trois accords, tout ça, je suis... Donc, moi, Excuse. j'ai fait sciences en fac de sciences, j'ai le doctorat en biologie sur les plantes, rien à voir. Et Tu es puis- docteur, pas doctorant. Toi, tu as pu finir ta thèse, Oui, malheureusement. je suis Enfin, malheureusement, je contrairement à suis moi. docteur en biologie. Ah oui, pardon. Voilà, donc j'ai fait ma thèse. C'était il y a 14 ans maintenant. Oh, quand même. J'étais un tout petit peu chercheur après, puis le recrutement étant ce qu'il est, c'est compliqué. Et les règles ne sont pas toujours très très justes. Bon, toujours est-il que je me suis éloigné de la recherche et je me suis mis à écrire. Du coup, j'ai écrit un bouquin qui a donné les règles d'évolution, qui parle de pourquoi est-ce que le cerveau, pourquoi est-ce que l'évolution a produit un cerveau et qu'on dirait que le cerveau il est fait pour ne pas croire à l'évolution. Donc c'est ça qui était assez amusant. C'est le jaune à droite. Bref. Et ces textes-là ont été la base C'est le bleu avant. les bleus, mais les jaunes là, des scripts de la tronche en biais, parce que c'est à partir de ce matériau-là que ça a été créé, et c'est la chaîne qui a permis que le bouquin sorte. Donc c'est un petit peu une symbiose entre ces deux projets-là. Et donc depuis maintenant 2014, il y a la chaîne La Tronche en biais, la STEC, et moi j'écris des bouquins, je fais des conférences, j'interviens, je fais des formations en esprit critique à l'école doctorale ici, puis un peu partout par-ci par-là. On fait un peu moins de conférences à deux, mais on va en refaire un peu parce que c'est cool. Et, euh, et donc, la pensée critique, en fait, c'est pas du tout. Enfin, il n'y a rien dans mon parcours ne me prédispose à ça, parce que c'est plutôt de la philosophie, ou de l'épistémologie, ou de la science de l'éducation. Donc, je ne suis pas expert des thématiques zététiques qu'on aborde sur la chaîne, mais on n'a pas besoin d'être un expert pour vulgariser les choses. Et donc,
l'essentiel du travail consiste à interroger les gens qui savent. Donc, on fait beaucoup d'émissions en live avec des chercheurs. Et quand il y a un sujet un petit peu compliqué, on les contacte aussi pour avoir un avis. Et donc, ce parcours n'était pas du tout prévu. Sachez-vous, n'imaginez pas que vous pouvez faire une chaîne YouTube, en vivre comme ça. Ça a été cinq longues années de galère et une année là et 2 ans où ça va. Mais est-ce que tout ça est bien viable sur le long terme, travailler sur YouTube? C'est une autre question. On a eu la chance d'arriver au bon moment. C'est-à-dire qu'on est arrivé vraiment dans la période de l'essor de la médiation scientifique et culturelle en France. On est la deuxième vague des vulgarisateurs francophones. Voilà, et on est arrivé aussi à une époque où la zététique essayait de se faire connaître. C'est-à-dire que dès qu'on a sorti notre première vidéo, c'était une bande-annonce, il n'y avait même pas de contenu, c'était un teaser. Tout de suite, ça a été partagé par toutes les chaînes, enfin par toutes les pages Facebook, des critiques, de zététique. On a eu 650 abonnés en 2 jours. Avant même de produire le moindre contenu. Donc ça, c'était assez inespéré. C'était énorme. On est arrivé au bon moment. On a aussi cette chance quand même d'avoir tous les deux un background théâtral et artistique. Oui. Qui fait que nous sommes à l'aise devant les caméras, que nous sommes à l'aise sur scène, qu'en conférence, on arrive à transmettre des choses. Oui, puis il y a cette espèce de chimie aussi qui vous anime les deux. Là. Si je comprends bien, ça fait quand même très longtemps que vous vous connaissez. Ah oui, on se connaît depuis 15 ans. 15 ans au minimum, oui. Et il y a Loki, le troisième larron, qui nous a aidé à la création visuelle, qui est le graphiste, qui est le réalisateur et qui a créé la marionnette. Que je connais depuis 20 ans pour le coup. Voilà. Donc il y a évidemment, et ça c'est important aussi, c'est un projet artistique. Bien sûr. Alors, c'est devenu autre chose après. Au départ, c'était des épisodes, ce qu'on appelle des épisodes canons. C'est-à-dire, moi sous la table avec la main au-dessus avec la marionnette, Bled et sa blouse et ses gants, et Loki qui filme avec souvent Vincent, sa vapoteuse pour faire de la fumée. Voilà, c'était vraiment extrêmement cheap. Hein, on a vraiment des budgets minimal. On a juste acheté un appareil photo, le reste c'était vraiment plus cheap. À l'origine, on filmait dans mon local de répétition. Dans le cabanon au fond du jardin de ses parents. Dans mon local de répétition, c'est-à-dire que si on tournait la caméra à ne serait-ce que 15 degrés, on voyait un bout de batterie qui dépassait. C'était n'importe quoi. Oui, c'était bon. Votre recherche de savoir, ça commençait déjà à naître à cette époque-là. Là. C'était avant, en fait. Et c'est parce que je l'ai seriné avec la zététique pendant des années. C'est vrai. Qu'il m'a dit, du coup, on fait une chaîne. Donc, c'est moi qui l'ai seriné, c'est lui qui m'a dit, viens sur YouTube. C'est ça. Justement, puisque vous dites zététique, parce que je me suis fait cataloguer il y a peut-être 1 an ou 2 par une personne que je tairai le nom, mais je me suis fait cataloguer comme étant un zététicien, mais je n'ai aucune sweet fuck all d'idée de ce que c'est. Est-ce que vous pourriez m'expliquer c'est quoi la zététique? Eh bien, si tu le découvres, dis-nous-le. Est-ce que tu connais le skepticisme américain? Pas beaucoup. Je connais le terme sceptique. La zététique, c'est bien après. D'abord, tu as le scepticisme, parce que c'est la même chose. Et donc, aux États-Unis, tu as des mouvements sceptiques, des gens qui critiquent essentiellement la religion. C'est ça le gros point. Chez nous, pour des raisons évidentes aux États-Unis. Hein. Chez nous, en France, c'est assez différent. C'était plutôt le paranormal, historiquement. Mais la zététique... En gros, c'est l'art du doute, c'est la manière dont Henri Brock, qui est prof de physique à la fac à Nice, a posé. Il a dit c'est l'art du doute. Et j'aime bien cette définition, mais c'est pas la seule. C'est une approche scientifique du paranormal. Historiquement, ça a été un petit peu ça. Approche scientifique, je préfère dire approche méthodique. Critique du paranormal. L'art, voilà. Ouais. Et c'est une didactique des sciences, une manière de vulgariser la méthode et un combat idéologique contre les pseudosciences. C'est un peu tout ça. C'est un peu un mouvement protéiforme qui n'a pas de frontières réelles, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de... C'est le scepticisme scientifique francophone de la fin du XXe siècle. Moi, j'aime bien résumer ça comme l'application de la méthode scientifique à la vie de tous les jours. Aussi. Donc, en France, ça s'est traduit par le paranormal. Aux États-Unis, pour des raisons historiques évidentes, ça s'est traduit par la lutte contre l'extrémisme religieux. Mais basiquement, c'est tout simplement le fait de se demander, voilà, j'ai cette information... D'où est-ce qu'elle vient? Comment elle a été produite? Qui l'a produite? À qui elle profite? Et est-ce qu'elle a un véritable intérêt? Ça, c'est le volet analyse de l'info, mais il y a aussi ce que je crois, indépendamment des infos. Pourquoi est-ce que je le crois? Tout à fait. Ce regard vers soi-même aussi. Voilà, donc il y a cet aspect qui est fondamental
qui est normalement qui devrait occuper 75% de notre énergie, c'est me regarder moi-même et examiner ce que je pense, moi, ce que je crois. Et évidemment, les 25% qui restent, c'est tout ce qu'on voit. Les gens ne nous voient que critiquer les autres et ils ne voient pas qu'on passe le plus grand quart de notre temps à se dire mais pourquoi je pense ce que je pense. Donc on passe pour des mecs qui donnent des leçons, alors qu'on normalement, on est d'abord en train de s'exprimer soi-même et de se corriger soi-même. Stas, c'est un exercice d'auto-évaluation. Quand on a fait notre première émission avec les interprètes en langue des signes, d'ailleurs, on a réfléchi sur comment traduire zététique en langue des signes, et finalement, ça a été information, prendre du recul. Donc l'idée, c'est de savoir prendre du recul sur l'information, sur soi-même, et sur ce qui est produit à un instant T aussi. Parce que je sais que j'ai un peu fait de lecture autour de la zététique, puis je voyais souvent le terme suspension de jugement qui revenait. Bah, ça en fait partie. Et en tout état de cause, par exemple, on va prendre un exemple qui vraiment a fait date pour le coup, parce que c'est très récent. À l'époque du Covid, quand Raoult a balancé... Le professeur Didier. Pardon, excuse-moi, le professeur Didier Raoult. Quand il a balancé toutes ces théories sur la chloroquine, beaucoup de personnes se sont prononcées, ont dit oui, c'est de la merde, ou d'autres qui ont dit oui, c'est très encourageant. Nous, dans la Tronchambier, dans la STEC, on a attendu. On a attendu facilement 2 mois, 3 mois. On a attendu que les recherches avancent, on a attendu que des papiers sortent, que des états de l'art soient produits, avant de dire, eh ben écoutez, a priori, la chloroquine, non, c'est pas la solution. On a attendu, on a suspendu le jugement. Alors, on a quand même fait part de suspicion. On avait des doutes assez vite. On a fait part de suspicion parce que la méthode était... Dans la manière, dans tous les indices de comportement de ce monsieur Raoult, on a eu très vite, mais le fait que ce type se comporte mal n'est pas la preuve que ce qu'il dit est faux. Donc il fallait jusqu'à ce que les experts donnent la parole. Et donc la suspension du jugement, c'est se donner de l'espace avant d'avoir un avis. Parce que si on avait donné un avis très vite, dès qu'on donne un avis, on s'engage soi-même. C'est compliqué de se dire ah mince, je change d'avis. Donc la meilleure manière de ne pas avoir tort, c'est de ne pas avoir d'avis trop tôt. Oui. C'est de la prudence épistémique au final. Exactement. Mais dans mon cas, moi, durant la pandémie, à l'époque où que je vous ai suivi et connu, moi, c'était le fait, je n'arrivais pas à savoir discerner ce que je savais ou ce que je croyais. Donc, dans le sens que, tu sais, je croyais au vaccin, mais il venait à un moment donné qu'il y avait tellement d'opinions scientifiques de tout bord, tout côté, qu'à un moment donné, tu te demandais ce que tu savais de la science. Bon, là, c'est à ce moment-là que j'ai pris du recul en me disant, là, je dois faire confiance à quelqu'un d'autre. Puis on est tous comme ça. On est forcé de faire confiance à des gens. Moi, j'ai pas fait les expériences, j'ai pas piqué les gens, j'ai pas fait les relevés, j'ai pas les données, quoi. Donc, je suis obligé de me fier à des gens qui donnent tous les gages que eux ils savent parce qu'ils ont fait le travail et que ça a été vérifié par un tel machin. Et quand il y a un consensus, quand dans tous les pays, tout le monde dit des choses qui vont à peu près dans le même sens, à part des gens qui disent l'inverse, et quand on regarde de près, ces gens-là, ils sentent le soufre, tous. Hein. Bon, on peut avoir confiance. Mais ça ne veut pas dire qu'on a raison. Encore une fois, on peut... Tu dis tout quand tu parles de confiance, parce que toi, Daniel, tu as employé le terme de croire. Je crois en la science. Non, on ne croit pas en la science. On a confiance dans les personnes qui produisent de la science. Alors, le mot croyance, il est compliqué. On a le droit. Quand tu dis je crois, tu as raison. Mais voilà. Nous, on évite de l'employer parce que... Voilà. Parce que la croyance est une autre forme de savoir, et le savoir est une autre forme de croyance. Enfin, c'est très récursif. Toujours est-il que moi, par exemple, je n'y entends goutte en termes de mathématiques, de physique quantique, de biologie, même si tu m'as appris énormément de choses, de biologie, de médecine, de pharmacologie. Je n'y comprends rien. Ce n'est pas des domaines sur lesquels j'ai étudié, ce n'est pas des domaines sur lesquels je suis compétent ou pertinent. Mais je sais comment fonctionne la méthode scientifique et je décide de faire confiance aux personnes qui ont étudié ça pendant des dizaines d'années, qui produisent du savoir, qui produisent des contenus, qui produisent des connaissances. Je leur fais confiance. J'ai pas de raison, a priori, de dire oui, lui a plus raison par rapport à un autre, mais je fais confiance à la production du savoir de la méthode scientifique en laquelle, personnellement, je crois.
Alors, évidemment, Ouais. c'est plus facile à dire quand on est passé par le système académique et qu'on l'a vu de près. Naturellement. Et qu'on sait bien que les gens. Alors, il y a plein de gens pas bons dedans. Il y a des mauvais, il y a des feignants, il y a des menteurs. Bah, avant Mais, tout, t'as un CV, hein. oui, ouais, mais globalement, euh, collectivement, la science, le monde des savants, c'est là où une idée fausse a la plus petite durée de vie par rapport à tous les autres environnements sociaux dans lesquels les idées sont émises. C'est là où on les tabasse le plus fort. Mhm. Donc, quand une idée survit dans le monde de la science jusqu'à en sortir et être émise dans le public, sauf quand c'est un mec qui prend sa caméra et qui va sur YouTube directement, quand on passe par les vrais Où qui va, on n'est pas couché. voilà, donc quand on suit les vrais processus de la publication, quand l'idée arrive jusqu'au stade où elle est publiée et discutée par les autres et qu'elle est émise après par le public, c'est qu'elle est solide hein, quand même. Il y a un truc très amusant à vraiment comprendre. C'est qu'un scientifique, s'il veut faire carrière, la meilleure chose qu'il a à faire, c'est de détruire un consensus. Franchement, un scientifique, il arrive, le consensus, il dit c'est de la merde, il réussit à le prouver, il fait carrière, il rentre dans l'histoire. Le scientifique qui fait confiance au consensus, qui dit bah oui, c'est comme ça que ça marche, a priori, on le croit. Il n'a pas d'intérêt. Le véritable intérêt du scientifique, c'est pas de faire confiance au lobby, entre plein de guillemets, ou Alors, ça faire peut confiance. arriver, il Ça y a peut- des méchants, il y a des Ça vendus. peut arriver, il y a des méchants, il y a des vendus, il y a des connards. Mais un scientifique qui arrive et qui détruit le consensus, c'est-à-dire l'état de l'art actuel sur une connaissance précise, il rentre dans l'histoire, le gars. Mais Le but, c'est de prendre foncièrement, les gens, pardonne-moi, foncièrement, les gens, faut s'attendre à ce que les gens sont foncièrement bons malgré tout, là. C'est évident que la majorité qui vont aller à l'université ou qui vont à l'école, c'est pour apprendre, c'est pour découvrir des trucs. Donc, à un moment donné, je me dis, faut faire confiance à l'esprit des gens. Il y a un truc alors sur Internet, c'est compliqué, mais regardez bien votre vie. À moins de vraiment avoir pas de bol et d'avoir une vie toute pourrie, la plupart des gens que vous croisez dans votre vie ne vous mentent pas la plupart du temps. C'est un contrat social. C'est ça. Il y a des petits mensonges, il y a des petites omissions, il y a des escrocs, il y a des gens individuels qui sont extrêmement toxiques et extrêmement dangereux, mais la plupart des gens que vous croisez, ils n'ont pas intérêt à mentir parce que le mensonge, c'est compliqué, il faut se rappeler. Il y a un adage qui dit le menteur doit avoir une bonne mémoire. Hein. On a tous intérêt à être le plus proche de la vérité parce que notre réputation, c'est très important, socialement depuis longtemps, dans notre lignée humaine. On est une espèce sociale. Hein. Donc, être méfiant de tout le monde, c'est un calcul qu'on retrouve plutôt, et ça va vexer des gens, chez les gens avec un faible QI. Les gens intelligents ont plutôt tendance à faire confiance d'abord. Et comme je disais, c'est un contrat social. Je veux dire, je croise une personne, elle me dit elle s'appelle Didier, je vais pas lui dire t'es sûr? Non, toutes les chances du monde de s'appeler Didier. Je vois pas pourquoi elle s'appellerait Antoine et elle me dit elle s'appelle Didier, ça n'a pas de sens. Quand bien même c'est marqué Antoine sur sa carte d'identité, mais qu'elle veut qu'on l'appelle Didier, de toute façon, c'est qu'elle qui décide, hein, j'ai envie de dire. Mhm. Ça nous concerne. En quel cas ça nous concerne, le choix de son nom? Et, Moi, c'est Armandax. Personne, c'est moi qui ai décidé. Voilà. C'est vrai. ben oui, Au départ, on faisait de la vulgarisation. C'est-à-dire que j'ai discuté des concepts, des biais cognitifs. Il m'a dit, mais c'est trop intéressant, il faut qu'on le partage. Donc nous, c'était au départ, on est des vulgarisateurs des sciences. Ben, en fait, ce qui s'est passé, l'histoire de la Tronchambier, elle n'est pas compliquée. C'est que avant que la Tronchambier existe, j'avais une autre chaîne qui s'appelait le 7 Barré, dans laquelle je faisais de la médiation de la musicologie, de la ludomusicologie pour être plus précis, c'est-à-dire la musique de jeux vidéo. Le 7 barré, abonnez-vous. Le 7 Barré, voilà, abonnez-vous. Par le truchement de cette chaîne, j'en suis arrivé à avoir des contacts avec d'autres producteurs de contenu de médiation scientifique et culturelle. On discutait. Et moi, je leur parlais de zététique, je leur parlais d'esprit critique, parce que par ailleurs, Thomas m'en parlait, il m'a sensibilisé à tout ça. Je leur parlais, et ils me disaient tous, mais il n'y a aucune chaîne YouTube qui existe sur cette question. Pourquoi tu te lances pas? Et moi, je me sentais pas de me lancer tout seul. Donc j'ai proposé à Thomas qu'on crée une chaîne ensemble et c'est comme ça que la Tronchambier est arrivée. Moi, j'ai dit non. Au début, t'as dit non. Et d'ailleurs, c'est pour ça que t'as une marionnette. T'avais des doutes? C'est pour ça que t'as une marionnette, parce que Je voulais pas être à l'écran, ça m'intéressait. C'était vraiment mon projet. Pas du tout mon projet d'être sur YouTube. tu voulais avoir une carrière académique et t'avais peur que YouTube, ça ne te desserve. Ouais,
J'étais pas confiant dans le. Ce qui à l'époque se recevait. À l'époque, ça se recevait. Aujourd'hui, beaucoup moins. Aujourd'hui, il y a énormément d'académiciens qui sont sur YouTube. Académiciens. Comment ? Les académiciens. Oui, au sens large. Mais moi, mais je suis d'accord parce que moi, j'ai connu la tronche en biais, j'avais 41 ans. Donc, mais avant ça, je n'avais jamais entendu parler de l'esprit critique. Et c'est pas des notions qui sont compliquées en soi, mais elles sont un petit peu. Mais- On a l'impression qu'elles sont réservées à des grands savants, à des grands cerveaux, à des grands philosophes. Et donc, en fait, elles sont intimidantes, ces notions-là. Biais cognitif, c'est intimidant comme truc. Et en fait, c'est pas compliqué à comprendre. C'est un petit décalage entre ce que le cerveau fait et ce qu'on croit que le cerveau fait. C'est tout. Et il y a des manières très très simples de s'en rendre compte. Nous, on utilise très très souvent les pareidolie et les apophénies. Voilà, les illusions d'optique. Illusion d'optique, illusion auditive, illusion sensorielle même, ça existe, même si c'est plus difficile à mettre en place sur YouTube, bien entendu. Mais l'idée de la zététique et de l'esprit critique, c'est de se rendre compte que notre cerveau nous trompe en permanence pour produire des approximations qui nous aident à survivre. Moi, ce qui était tout à fait drôle, parce que quand je vous écoutais, c'était plutôt pour essayer de me défendre contre les idées que j'entendais, les opinions publiques sur la pandémie, mais je me rendais compte qu'il y a des trucs que je faisais envers mes collègues de travail sans que je m'en aperçoive. Donc, ça m'a autant aidé à me défendre, mais ça m'a aussi aidé à changer. C'est ce que je trouvais intéressant. Mais Le principe premier, ça sert à s'améliorer soi-même. C'est presque du développement personnel, tout à fait. mais le vrai, le bon, on va dire. Voilà, C'est le bon développement personnel. Il y a le vrai, il y a le bon et il y a le mauvais développement. Le bon, il se développe, et le mauvais, il se développe, mais c'est le bon. C'est une référence franco-française pour le coup, ça. Déjà connu. Donc, oui, mais tu as raison. Bien sûr. On n'est pas là pour dire ce qui est vrai. En revanche, on est là pour dire aux gens, est-ce que vous êtes sûr d'avoir pris des bonnes précautions avant de décider ce que vous pensez être vrai ? Que vous pourriez me donner un conseil pour un bébé chercheur auquel je m'identifie pour faire face à la critique. Quelle critique ? La critique, qu'importe la critique. Ça dépend de la critique. J'ai du mal à comprendre la question, je la trouve très vaste. Donc, si quelqu'un vient avec une théorie nouvelle ou un point de vue sur quelque chose et il reçoit des critiques, il y aura des critiques qui vont te dire de quel droit tu parles de ça, retourne chez toi, c'est des critiques ad hominem, voilà. On n'en fait rien, on dit merci, au revoir, on s'en fout. Il y aura des gens qui vont pinailler un peu sur les détails, peut-être que tu n'es pas armé pour tout expliquer, mais tu as une idée générale, ils vont aller sur les détails. Et peut-être qu'ils ont raison, mais si tu n'es pas armé, c'est compliqué. Donc là, il faut dire aux gens, merci de m'aider, de proposer mieux. Mais de manière générale, le gros écueil qu'on a tous, c'est qu'on a tendance à penser que les gens qui critiquent négativement ce qu'on dit nous veulent du mal à nous. Ouais. Il y a qui je suis, il y a ce que je crois, et il y a les raisons pour lesquelles je le crois. Ouais, Donc c'est une pour ça. triade. Et on est tous fait pareil, on a tous tendance à penser que les gens qui critiquent ce qu'on dit nous critiquent nous. Nous ne sommes pas nos idées. Donc il faut qu'on prenne du choix par rapport à ça, accepter de relativiser. On me contredit, ça ne veut pas dire qu'on m'aime pas, ça ne veut pas dire qu'on me déteste ou qu'on voilà. Et à l'inverse, quand on critique quelqu'un, attention, il faut bien prendre soin de critiquer ce qu'il dit et pas ce qu'il est. Alors, il peut arriver que critiquer la personne soit pertinent quand la personne est en train de se vendre elle-même en tant que gourou, okay, ou en tant que candidat pour tel et tel poste politique, okay. Mais la plupart du temps, c'est pas pertinent. Il faut s'intéresser au contenu. Et d'un côté et de l'autre de la critique, des deux côtés, c'est compliqué de séparer la personne de ses idées. Et on n'est pas entraîné à le faire. Et donc la critique, ça sert aussi un peu à ça, à séparer. Ce qui n'est jamais faisable à 100%. On va toujours être un peu connecté. Mais plus on prendra le champ, moins on va se vexer. Et quand on plus personnellement, alors on est plus serein et la critique, on l'accepte. Oui, tout à fait. Et quand la critique devient du harcèlement, on met stop, on bloque les gens et on passe à autre chose. Mais c'est ce qui est arrivé, c'est ce que je trouvais qui arrivait durant la pandémie, c'est que les débats d'opinion devenaient à un moment donné influencés par les émotions des gens, puis on avait comme l'impression que la ligne était mince entre ce qu'on pouvait faire pour faire améliorer la recherche et le débat d'idées. Les chercheurs eux-mêmes, quand ils ont passé 10 ans à construire des théories qui se contredisent, ils se détestent, les mecs. Pour aucune raison, juste, ils ne sont pas d'accord entre eux, il y a des luttes d'influence, et donc quand ils se croisent dans les machins, des fois ils peuvent en venir aux mains, c'est rarissime. Mais
Et pourtant, ils sont bien armés pour savoir qu'il faut distinguer la personne de sa théorie. Qui, Mais ils n'y arrivent pas. qui sont ces deux partisans de théorie de l'évolution que tu suivais énormément? Celui qui est spécialiste des coquillages et de l'autre côté. Ah, Dawkins et Gould. Dawkins et Gould, par exemple. Il y a une forme de détestation entre les deux. Ils ont tous les deux apporté énormément à la science, Ouais. mais ils ont des relations l'un et l'autre qui sont. C'est compliqué. Pour des positionnements idéologiques, de focale sur les valeurs, voilà, sur l'importance de militer pour telle ou telle chose. C'est pas qu'ils détestaient, mais enfin, en tout cas, chez les followers de Keynes et Gould, là, ça se. Ça oui. Là, vraiment, c'était musclé. C'était musclé. Mais j'ai vu un reportage avec, je crois que c'est un reportage avec Hubert Reeves. Puis il disait justement, il racontait à quel point certains scientifiques, de grands scientifiques, pouvaient complètement s'opposer d'une idée à l'autre, mais juste pour des fois le plaisir de s'opposer ou parce qu'ils vraiment n'étaient pas du tout d'accord avec le... Et puis, il faut voir que quand on est scientifique, on consacre quand même l'expertise. C'est quelque chose de très pointu. On consacre des années et des années et des années de sa vie sur un sujet qui est hyper spécifique. L'exemple que tu aimes bien donner, c'est qu'il n'existe plus une seule personne au monde qui connaît l'intégralité des différentes espèces de pucerons. Il n'y a plus une seule période au monde qui connaît par cœur tous les pucerons. Alors, qui est capable de prendre un spécimen Oui, de les identifier. et de l'identifier. Voilà. En fait, l'expertise scientifique, on s'en rend pas compte, mais c'est très très pointu. C'est pour ça aussi qu'il faut faire attention avec les spécialistes médiatiques, entre guillemets. Quand on voit la même personne, le même biologiste, qui intervient sur les plateaux télé pour à chaque fois des sujets qui n'ont rien à voir, mais c'est toujours de la bio, ça c'est un red flag. Alors oui, il y a un socle commun, bien entendu, mais l'expertise, c'est encore autre chose. Un expert, c'est un nerd d'un sujet qui est excessivement pointu. Très, très précis. Mais justement, est-ce que c'est possible, est-ce que justement vous êtes pessimiste ou optimiste face à l'éducation et la complexité des concepts scientifiques puis philosophiques? Je suis optimiste par contrat. Je suis optimiste parce que j'ai l'impression que maintenant, il y a des outils. Mais il faut que les politiques éducatives s'emparent de ces outils et apprennent à les utiliser. Je suis optimiste parce que tous les pessimistes depuis 2000 ans ont toujours eu tort. Et puis, quand on est pessimiste, le pessimisme, c'est un point d'arrêt. On est pessimiste, on fait rien, on produit rien, on n'aide pas amélioré. Pas forcément, mais disons que nous, on mise sur l'intelligence des gens. Oui. Je veux dire, soit on estime que les gens sont cons, il n'y a rien à faire et c'est fini, on rentre chez nous et puis on fait du marketing et puis on vend, puis on est riche et on puis ferait pas ce métier, voilà. et puis on se gave et puis on crève. Bon, voilà. Ou alors, on se dit, les gens sont intelligents, ils n'ont pas forcément tous les concepts dont ils auraient besoin pour pas tomber dans les pièges. Et nous, on connaît 2-3 trucs. On va les donner aux gens pour que, voilà. Mais le gros du travail, c'est toujours les gens qui le font. C'est pas nous qui venons avec clé en main. Voici la vérité. Ça peut arriver qu'on débunk sur des points très précis. Là, quand même, ça c'est faux. Et donc ça c'est plutôt vrai. Mais on est plutôt en train de dire aux gens, vous êtes parfaitement capable si vous prenez le temps, et c'est un peu compliqué des fois. Mais si vous aviez le temps de vous arrêter pour vous poser des questions, on donne quelques clés, quelques repères, et la plupart des gens sont capables de se faire un avis assez solide. Mais je suis tout à fait d'accord parce que je me suis rendu compte assez vite qu'en regardant les contenus, c'était une chose. Ouvrir un livre, c'était une autre chose. Mais discuter avec les gens, c'est ce qui apportait le plus d'évolution à ma pensée. Notre objectif, c'est vraiment de sortir la science des universités. C'est une initiative qui est très, très politique. Parce que, par exemple, la lecture d'un article scientifique, il faut être formé. C'est compliqué. C'est difficile. Toi, tu utilises beaucoup le terme de vulgarisation. Moi, j'adore le terme de médiateur. Je considère à titre personnel être un médiateur scientifique et culturel. C'est-à-dire que moi, j'ai un bagage universitaire. Et je suis au milieu, je sers de passerelle avec les gens qui n'ont pas forcément ce même bagage, mais qui ont envie d'avoir accès au savoir scientifique. Et moi, j'aime vulgarisateur parce que vulgus, ça veut dire le peuple commun. Le peuple, le commun. Ce qui est en commun. Ah, okay. Le langage commun. La connaissance, c'est le bien commun le plus précieux qu'on peut avoir. Absolument. Parce qu'on peut le multiplier sans que ça coûte rien.
Au contraire, plus on multiplie, plus on partage la connaissance, plus on en a. Parce qu'il y a tellement de termes quand tu ne viens pas du monde scientifique que tu ne comprends pas, que tu ne peux pas concevoir. Donc, Imbitable, un article scientifique. Le vocabulaire est un des obstacles principaux. Après, Alors- il y a le formalisme mathématique qui est un obstacle que moi je ne passe pas, mais le vocabulaire en soi est déjà un obstacle. C'est imbitable et en plus, souvent, c'est en anglais. Oui, bah voilà, ça c'est. Donc Ben, là, oui. justement, depuis peu sur la Tonchambier, il y a un format lecture d'article. Donc je prends un article, je le traduis en français. Enfin, il y a un site où on traduit et je corrige et je lis l'article en entier. Et donc j'en ai fait deux pour l'instant. Alors, c'est un peu long, le dernier fait 1h45 de lecture. Et j'ai des gens qui me disent merci, je n'aurais pas osé tout seul aller lire un article. Et là, je me sens accompagné. Ouais. Et c'est ça, c'est rendre cet article, il est publié par deux chercheurs allemands. C'est un bien commun, c'est publié pour tout le monde, il y a accès. Mais comment on fait les gens qui vont le lire sont quelques milliers dans le monde. Si on peut le traduire dans les différentes langues, le lire et aider les gens à voir qu'ils peuvent le comprendre. Et expliquer les points complexes, parce que tu fais des Voilà, parenthèses dans ta lecture. Mais je trouve que c'est important. Et les papiers hyper techniques, on ne pourra pas faire comme ça. D'abord parce qu'on n'a pas les bagages, et même ceux qui se connaissent les bagages, il y a des trucs, c'est hyper perché. L'idée générale. Je pense qu'il y a une bonne moitié des articles qui sortent, qui sont d'un niveau où, lorsqu'on les traduit, on peut comprendre les grandes lignes. Enfin, les mêmes lignes du milieu, quoi. Et donc, il faut qu'on démystifie, qu'on rende ça. C'est pas extravagant de se dire je vais lire un article de science. On peut le faire. Voilà. Ben moi, je suis en train de m'attaquer à un livre de John Dewey qui a été traduit en 1800, pas en 1800, en 1900, je crois, au 20e siècle, par un Français. Puis là, finalement, je l'ai commandé en anglais parce que il y a trop juste le mot critique, étymologiquement parlant, on a l'impression qu'il veut dire deux choses. Comme si c'était une crise, une espèce de moment sérieux. Puis en même temps, de l'autre côté, il veut juste dire comme une réflexion plus pointilleuse, mais plus légère, avec du recul. Donc, évidemment, ce qui aiderait les gens, c'est d'être anglophone. Tout à fait. Je dis ça aux Français qui me suivent. Moi, petit, je souffert. Hein, l'anglais, je n'avais pas envie. Maintenant, je comprends assez bien. Je parle mal, mais je comprends assez bien. Et si j'avais pas ça, mon travail de vulgarisateur, il serait, j'aurais une jambe de bois, quoi. C'est compliqué parce que je suis obligé de me fier aux gens autour de moi, francophones, qui eux ont accès aux travaux, ou de me fier à la traduction. Et pour avoir fait le travail, je sais que la traduction automatique, elle n'est jamais fiable. Toujours des moments où ça coince. Ouais. Donc, malheureusement, pour être autonome, vous devez vous mettre, et peut-être qu'il faut être proactif, mettez-vous au mandarin. Parce que c'est peut-être la langue de demain. Dans 30 ans, la langue des sciences sera peut-être le mandarin. Le chinois. T'as dit le mot, c'est très juste, pour être autonome. Et nous, c'est notre rôle, justement, d'aider les personnes qui ne sont pas autonomes à avoir accès à ces savoirs. Mais j'ai essayé de faire la distinction avec un de mes collègues de travail qui est anglophone, puis quand je lui ai dit The Critical Thinking, puis je lui ai transmis l'espèce de petit texte là, de John Dewey, même lui, en le lisant, me disait j'ai de la difficulté à le traduire en français parce que c'est un vieil anglais. C'est une autre façon de dire l'expression. Puis, même pour lui, c'était plus distinctif. C'était vraiment quelque chose de rigoureux. Donc, pour lui, c'était plus ça. Pour moi, c'était plus un autre objet. Là. Et après, ça évolue. Les gens qui s'emparent de ces sujets, de ces notions-là, les font évoluer avec eux. J'ai envie de faire une espèce de minute de la citation et d'avoir les commentaires de mes invités. Donc, la citation que je vous ai préparée, c'est une citation d'Henri Poincaré qui dit « Douter de tout et tout croire sont deux solutions également commodes qui, l'une et l'autre, nous dispensent de réfléchir. » Pensée hyper critique. Tout accepter sans filtrer, personne ne le fait. On sait bien qu'il y a des choses qu'il ne faut pas croire. Donc tout le monde a de la pensée critique. Donc voilà. Mais tout rejeter et ne rien accepter, personne ne le fait non plus.
c'est bien la preuve que Non. on sait bien qu'il faut doser la chose. Et donc la dose dans le doute est importante. Tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Paracels, on Paracels. des citations. C'est ça, on essaie de vivre dans l'équilibre des deux, là. Voilà. Mais et quelque part, c'est ça qui est complexe, parce qu'en plus, on a abordé plutôt cette différence, cette distinction extrêmement subtile qui existe entre le savoir et le croire. C'est difficile. Quand s'arrête l'esprit critique, quand s'arrête le doute. Là, on a notre deuxième émission, la deuxième émission historique qu'on a sortie, c'est sur la pensée hypercritique. C'est sur justement les gens qui ne s'arrêtent jamais de douter, qui refusent absolument toute connaissance et qui disent « oui, mais non, mais ça, je n'y crois pas ». C'est une impasse intellectuelle, c'est une impasse épistémologique, au même titre que la croyance absolue en tout, Alors, que le relativisme. ça dépend, parce que si leur truc, c'est de dire on n'a pas de connaissance absolue, définitive des choses, donc c'est pas de la connaissance. Oui, Je suis d'accord. mais ça ne peut pas jamais comme En ça. tant que sceptique, on est d'accord à dire que tout ce qu'on sait, ça pourrait être un petit peu faux. N'empêche qu'il y a des choses qui sont un peu plus sûres que d'autres. Mm. Demain, il fera jour, je suis à peu près sûr. Après-demain, Trump sera nouveau président, c'est beaucoup moins sûr, j'espère. Mais... Donc, Ouais, mais comme on sait disait, bien c'est ça. ça, exact. Comme disait Poincaré, c'est justement, ça nous dispense de réfléchir, donc ça nous dispense de nous défendre. Enfin, il y a plus Dans de... les deux cas, c'est une grande paresse intellectuelle, oui. Tout à fait. Merci énormément. Bah, je suis ravi. Puis, On a répondu à toutes les questions. non, j'en ai encore plein, mais Il nous reste un quart d'heure. Si tu Il nous veux. reste un quart d'heure si tu as envie. Voilà. Ah non, Pas, ah oui. On avait dit 1 heure. Donc... On a mis 1 heure de côté. j'ai même pas regardé. Je regarde tellement, je regarde tellement pas le temps. Mais On n'est pas en retard. Donc, un petit quart d'heure en plus si tu veux. On peut. Voilà. excellent. Ben justement, l'esprit critique. D'où ça vient? Alors ça, moi, j'ai pas fait l'historique de la notion au départ. Mais Et puis, il y a l'idée du siècle des Lumières aussi. non, mais il y a plus que ça. Le scepticisme antique, Sextus Empiricus, Pyrrhon, Bien sûr, oui, le pyrrhonisme. c'est Socrate. Donc ça fait au moins 2500 ans que et certainement que ça a toujours existé en fait. De toute façon, Les gens qui disent donne-moi une bonne raison de te croire, ça a toujours existé. à partir du moment où l'être humain a commencé à sociabiliser, il a commencé à douter de l'autre. Et donc, bah, à partir de là, l'esprit critique a pu commencer à naître. Je veux dire, avant les humains, il y a dans Certainement. la lignée préhumaine, la culture existe chez les animaux par endroits. Et donc, dès l'instant qu'on doit se fier à l'information qui est donnée par quelqu'un d'autre, par un congénère, il y a un peu d'espace pour dans quelle mesure je le crois ou pas. Bah, puis, on aime croire que le mensonge est le propre de l'humain. C'est faux. Il y a des espèces qui mentent. Alors non, ça, c'est pas sûr. Et Justement. Le mensonge reste propre de l'homme pour l'instant. Je suis à peu près certain que c'est pas le cas. chez les corvidés, on a remarqué des choses. Je sais bien, je le dis dans l'information. On n'a pas de preuve que les animaux savent mentir. Parce que pour mentir, ça implique que je sais la vérité, que je dis un truc qui est faux et que je sais que l'autre n'a pas accès à la vérité, mais qu'il va croire que ce que je dis est vrai. C'est la théorie de l'esprit, voilà. C'est très compliqué. C'est complexe. Et Mais donc, je peux, pour moi, démontrer qu'un corbeau est en train de mentir, il faut poser un protocole qu'on n'a pas encore réussi à mettre au point, à ma connaissance. Bon. Mais moi, je Mais peux le confirmer. Mais moi, je peux confirmer que mon chien, à chaque fois qu'il voit mon beau-père arriver à la maison il y a 1 an, ne lui faisait pas confiance du tout. Mais qu'aujourd'hui, la queue lui va entre les jambes, c'est l'amour. La plupart des gens, en regardant leurs animaux, vont leur attribuer des états mentaux qui sont des états mentaux humains, parce qu'on est fait comme ça, et on abuse un peu trop. C'est pas vrai que les animaux ressentent tout ce qu'on voit chez eux. C'est pas vrai. Mais ils ressentent d'autres choses, en revanche, seulement qui sont intéressantes. Mais donc, la pensée critique, personne ne l'a inventé. On n'a rien inventé comme concept. C'est venu avec la réflexion. C'est très, très ancien. Et les philosophes eux-mêmes n'ont rien inventé. C'est-à-dire que les humains de base sont constitués de moyens de faire confiance, mais de doser la confiance. Et donc, de douter un peu. On le fait comme ça. On ne fait que développer les concepts qui existent depuis des millénaires, finalement. On les améliore, on les... À titre personnel, ce serait marrant de raconter comment toi, t'es venu à la zététique. Je trouve ça marrant. Oui, le forum, on nous cache tout. Voilà. Moi, au départ, donc moi, contrairement à beaucoup de collègues qui sont passés par des phases complotistes ou croyants, moi, j'étais un petit peu un incrédule forcené depuis tout petit. La première heure. Voilà. Mais quand j'ai commencé à aller sur Internet,
parce que moi j'ai connu l'avant, hein. Tu me vois, on est la quarantaine, j'ai connu avant. Je me suis intéressé à tous ces forums de discussion où les gens refusaient la théorie d'évolution. Moi, je suis biologiste, ça m'intéresse depuis petit, j'attends les dinosaures. Et donc, j'étais choqué que des gens refusent la théorie d'évolution. Donc, je suis allé discuter avec eux. Et j'ai jamais convaincu personne. J'avais raison, j'avais des bons arguments. Ils disaient n'importe quoi. Donc, ça m'a entraîné à aller piocher les infos, sourcer les choses. Et j'ai jamais convaincu personne. Et il y a un mec dans le forum, son pseudo c'était Vicomte, j'ai jamais su qui c'était, et il m'a dit, mais tu sais, il y a des biais cognitifs qui font que les gens ne peuvent pas accepter, c'est plus fort qu'eux. C'est pas leur faute. Et ma vie a changé. Je me suis renseigné sur les biais cognitifs. Ah putain, ça existe, incroyable. Et donc, c'est là-dessus que, avant de rencontrer les travaux de... Je connaissais un peu Ray Brock de loin, mais je n'avais jamais vraiment lu. Et avant de découvrir sur les réseaux sociaux la zététique telle qu'elle était pratiquée en communauté, moi, j'étais Bah. sur des forums à discuter avec les créationnistes, tu vois. Et encore avant ça, on a découvert Lazarus Mirage, Oui, qui était une très belle émission, mais qui était très cool. il y a c'est Brock qui a écrit ça aussi. Et c'est Brock qui a écrit ça. Il y a Full Us aussi. Mais ça veut Mais dire ça, que, C'est là, après, c'est après. ça Full veut dire Us, que aux c'est quand même, États-Unis, et- c'est quand Pas même tout à l'heure. ton émotion t'a amené à aller à la Oui, mais rencontre de ces gens-là pour... c'est important. Il y a Ouais, des émotions. L'idée que le mais- zététicien, il est absolument, c'est un vulcain qui est absolument sans aucune émotion. On aime la connaissance, on aime la science, et on n'aime pas les manipulateurs. On est plein d'émotions autant que tout le monde. Il y a des vertus épistémiques, il y a des émotions épistémiques. Quand on découvre un truc, on est content de découvrir. Évidemment qu'on est drivé comme tout le monde par nos émotions. Mais justement, Euh, comme John Dewey disait à propos de critical thinking, comment nous pensons, il y a un texte, il y a un petit moment que j'aime beaucoup dans son livre qui dit « L'œil ne choisit pas, mais il observe. On ne peut pas gager que sur l'écoute attentive, nos corps ressentent où qu'ils soient, contre ou avec notre volonté. » C'est j'ai pas c'est tout compris, exactement. mais d'accord. Sur ça, sur le fait que les zététiciens, les personnes qui sont dans l'esprit critique ne ressentiraient pas d'émotion, n'auraient pas... Parenthèse. Musicien, écrivain de science-fiction, de fantasy, de la magie. Le troisième, c'est Loki qui dessine des trucs avec des Pardon, années mais partout. On est des artistes. de base, on est des artistes, on Et est la là. plupart des gens qui pratiquent la zététique ont une sensibilité artistique très forte. De ceux qu'on connaît, hein. Mhm. Alors, il y a un biais peut-être, mais j'ai l'impression que les gens qui nous imaginent comme étant des gens extrêmement froids, machin, les gens extrêmement froids, ils restent dans leur labo, ils font leurs équations et ils s'en foutent de ce que les gens pensent. Nous, on a envie que ce soit partagé. On a envie que les gens soient autonomes, libres. Il y a plein de valeurs derrière tout ça. Derrière ce qu'on fait. Ben, il y a un mythe, il y a un faux mythe qui présente les universitaires puis les étudiants comme étant des gens dans leur tour d'ivoire, puis inaccessibles, puis que... Moi, je vivais ça il y a longtemps. Là. C'est la règle. Il y en a. C'est pas la Il y en réalité. a, mais pas tout le monde. Non, je disais sur justement les émotions et le savoir scientifique, il y a une citation de Feynman que je sors très souvent, que j'aime beaucoup, qu'on appelle souvent l'ode à la fleur, dans laquelle il dit « J'ai un ami qui est artiste et il adopte parfois un point de vue avec lequel je ne suis pas complètement d'accord. Il va tenir une fleur et il dit « Regarde ô combien elle est jolie. » Et j'acquiescerai, je pense. Et il dit « Tu vois, moi, en tant qu'artiste, je peux voir ô combien elle est belle, mais toi, en tant que scientifique, tu sépares tous ces éléments, et cela devient quelque chose d'ennuyeux. » Et je pense qu'il est un peu fou. Avant tout, la beauté qu'il perçoit est disponible aux autres personnes, et à moi aussi, bien que je ne puisse peut-être pas tout à fait être aussi raffiné esthétiquement que lui. Mais je peux apprécier la beauté d'une fleur. Dans le même temps, je peux voir bien plus de choses concernant la fleur que lui ne peut en percevoir. Je peux imaginer les cellules, les actions complexes à l'intérieur, qui ont aussi une forme de beauté. Je veux dire que ce n'est pas juste la beauté à cette dimension d'1 centimètre, il y a aussi la beauté dans de plus petites dimensions, dans la structure interne. Il y a aussi son fonctionnement, le fait que les couleurs de la fleur ont évolué afin d'attirer les insectes pour la polliniser. C'est intéressant. Cela signifie que les insectes peuvent voir ces couleurs. Cela ajoute une question. Est-ce que le sens esthétique existe également chez les formes inférieures? Pourquoi est-elle esthétique? Inférieur. Voilà. Tout un tas d'intéressantes questions qui ne font qu'ajouter à l'excitation et au mystère d'une fleur. Elles s'y ajoutent. Je ne comprends pas comment il peut les soustraire. Wow. Et j'adore cette citation, parce que quand on commence à s'intéresser à la science, à l'esprit critique, à toutes ces choses-là, on
on n'épure pas le monde de sa dimension esthétique, de l'excitation du mystère. Au contraire, on en rajoute. Moi, je trouve ça extrêmement beau, en fait. Et le point de départ de la science, on va citer, on met une citation, Aristote. L'étonnement de ce que les choses soient ce qu'elles sont, c'est le début de la science. Exactement. Et donc on s'étonne, on s'émerveille, et c'est un moteur extrêmement important. Et donc on est gorgé d'émotions, autant que tout le monde. Et donc il y a du côté du paranormal et des gens qui nous disent, vous êtes dans le mental uniquement et vous ne voyez pas la beauté des choses. Et ça m'est arrivé de dire, Adam et madame, moi, je fais de la musique, j'écris des histoires avec une petite fille qui fait de la magie. Et ça l'a scotché. Ça lui paraissait impossible, en fait. Enfin, si, on est artiste aussi. Donc, il faut démythifier un peu cette idée que la science, c'est du pur intellect, parce que les émotions participent de l'intelligence. Moi, j'aime beaucoup utiliser l'expression réenchanter le réel. Oui, monsieur Hollande. Ça vous concerne? Je pense que c'est important en tant que scientifique de vouloir réenchanter le réel. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'excitation. C'est notre projet. Il y a beaucoup plus d'excitation dans un pourquoi que dans un parce que. À force de suivre aussi l'opinion de quelqu'un qui devient, comme dirait-on, plus raisonnable ou respectable, on a tendance à vouloir avoir seulement leur opinion à eux, au lieu de se faire une opinion nous-mêmes. Là. Je vais sortir dans quelques jours, je ne sais pas quand, un vlog qui s'appelle « Brûlez vos idoles ». Et ça parle de ça. Quel type d'idole? Pas sûr. Rassurez-vous, ça va bien se passer. Okay. Mais non, merci encore, merci infiniment. Je vais vous laisser à vos occupations. C'était extrêmement instructif. À bientôt. Au revoir. But going to college is not the same as getting an education, though the two are often confused. They have to want to learn. They have to be willing to talk to those who are wiser than themselves, to be observing, to keep their ears and eyes open, and to set apart some time every day to read.